Zone Europe sur Sensation. Bonjour et bienvenue dans Zone Europe sur Sensation, en association avec TV78, une émission enregistrée au Parlement européen de Strasbourg. Voici le sommaire de ce nouveau numéro. Les pères fondateurs de l'Europe, nous vous parlerons de Paul-Henri Spaak, l'un des premiers hommes politiques à avoir eu une vision de coopération européenne. Je recevrai l'eurodéputé Stéphane Bijoux pour évoquer avec lui la stratégie européenne pour les régions ultramarines. Voyager dans l'assiette, le chef Renaud Ramamourti nous présentera une recette d'origine arménienne, celle des mantis. Les superstitions en Europe, Evelyne Keller, auteure du livre 301 superstitions, petite encyclopédie des peurs et sagesses populaires. Pourquoi le chiffre 17 fait-il trembler les Italiens? C'est ce que nous verrons à la fin de cette émission. Mais avant, que fait l'Europe dans notre région? Un exemple tout de suite. Zone Europe, l'Europe dans ma région. Je me trouve aujourd'hui dans la commune de Basemont dans les Yvelines. On est à environ 40 km de Paris. Je suis là pour venir voir Adeline, la gérante de Mes Produits d'Yvelines et alentours. Avec son camion itinérant, elle se rend dans les villages ruraux du département pour proposer des produits locaux aux habitants. Donc premièrement, est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer l'histoire de ce petit camion ? Alors en fait, ce petit camion, il a été pensé il y a déjà maintenant 3 ans et demi, je dirais. Moi j'habitais, en fait j'ai grandi dans ce village-là, ici à Basemont. Et je venais avec ma mamie en fait faire les courses le mercredi après-midi. Et donc c'est quelque chose que j'ai voulu recréer dans ces villages-là qui sont au final abandonnés par les commerces. Et voilà, pour redonner un petit peu de vie et apporter du coup des denrées alimentaires sur place, quoi. Dans ce camion, ce sont uniquement des produits locaux. Adeline ne travaille qu'avec des producteurs des Yvelines ou des départements limitrophes. Effectivement, c'est que de la production locale, donc Yvelines essentiellement. Après, j'ai quelques producteurs qui sont au bord des Yvelines, donc un petit peu en Normandie, un petit peu dans le 92. En fait, ça dépend. Voilà, parce que bon, il faut bien trouver un petit peu partout, mais ça reste vraiment du coup de l'extra local. Je fais pas plus de 100 km pour aller, même encore 100 km, c'est énorme. Je dirais même 50 km pour aller chercher les produits. Si Adeline peut se rendre dans les villages les plus ruraux du département des Yvelines, c'est grâce à ce camion. Et ce camion, il a été financé en partie grâce à des fonds européens. Ça m'a aidé du coup à l'achat du camion parce que c'est vrai que forcément on passe par un financement bancaire. Il y a beaucoup de règles dans les dossiers et tout ça. Et donc moi l'aide a surtout permis à subventionner la partie frigo du camion parce qu'il ne finançait pas toute la partie roulante. Donc du coup c'est pour ça qu'il y a eu 3200 € de fonds européens parce que sur la partie frigo c'était forcément pas la partie la plus importante de financement au niveau du camion. Zone Europe. Comme chaque semaine, nous vous faisons découvrir celles et ceux qui ont participé à la construction européenne. Aujourd'hui, Paul-Henri Spaak. Ce Belge né au 19e siècle est l'un des premiers hommes à avoir eu une vision de coopération européenne. Son parcours avec Europe Direct et la Maison de l'Europe. Paul-Henri Spaak est né le 25 janvier 1899 à Schaerbeek, Bruxelles. En 1916, Paul-Henri Spaak, âgé de 17 ans, se porte volontaire de guerre. Mais il est arrêté par les Allemands en tentant de passer en territoire libre et finit la guerre dans un camp de prisonniers. Après des études de droit, il se dirige vers une carrière d'avocat au barreau de Bruxelles. Il commence sa carrière politique en Belgique en 1932, où il occupe de nombreux postes ministériels, y compris la politique étrangère. Avec la Seconde Guerre mondiale, il est contraint de rejoindre l'Angleterre et devient membre du gouvernement belge exilé à Londres, où il fait campagne pour une alliance de l'Europe occidentale après la guerre. À partir de 1941, il fut l'un des promoteurs d'une union douanière entre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, d'où sont sortis les pays du Benelux en 1944 et dans une moindre mesure la communauté européenne. Spaak s'est fait connaître grâce à sa présence sur la scène internationale. Il a été le premier président de l'Assemblée générale des Nations unies, puis de nouveau ministre et chef du gouvernement belge de 1946 à 1949 et secrétaire général de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN. Il est à nouveau ministre des Affaires étrangères et rejoint le mouvement européen fondé en 1948 par des pionniers européens tels que Winston Churchill, Konrad Adenauer et Alcide de Gasperi. Le mouvement rassemble des personnalités politiques et penseurs qui veulent construire et préserver l'Europe, ancrer la Belgique dans le camp des grandes puissances occidentales en formant une alliance entre la France et la Grande-Bretagne et en l'intégrant à l'OTAN.
Il préside l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe de 1949 à 1951, où il défend le plan Schuman. Il démissionne après que la Grande-Bretagne le refuse. Il continuera de défendre l'approbation de la Communauté européenne de défense, CED, à la Chambre des représentants belges. Sa vision de l'Europe est qu'en créant des liens contractuels entre les pays, la paix serait maintenue. Il lutte activement pour la création de la CECA et d'un marché commun. Il est cependant contre une union politique confédérale à laquelle il préfère une supranationalité des institutions. Paul-Henri Spaak a joué un rôle essentiel dans la négociation du traité de Rome et la fondation de la Communauté économique européenne, CE. En 1965, il s'attache à résoudre la crise ouverte par la décision française de ne plus être membre du Conseil, crise de la chaise vide provoquée par Charles de Gaulle. Il se retire de la vie politique en 1966 et meurt le 31 juillet 1972 à Bruxelles. Son engagement pour la construction européenne lui vaut le surnom de Monsieur Europe. Il est considéré comme l'un des pères de l'Europe. Une aile du Parlement européen de Bruxelles porte son nom. Zone Europe, l'invité politique. Je reçois aujourd'hui Stéphane Bijoux, eurodéputé, membre du groupe Renew Europe et président de la délégation à la commission parlementaire Cariforum UE. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'auteur du rapport intitulé « Vers un renforcement du partenariat avec les régions ultra-périphériques de l'Union ». Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je rappelle que vous êtes né à Saint-Denis, à La Réunion, et je voudrais savoir comment on a le sentiment d'être européen quand on est si éloigné du vieux continent. Alors, pour être éloigné, ça c'est sûr qu'on est éloigné. 9000 km de Bruxelles, de Strasbourg. Sur cette île de La Réunion, je vais vous dire, moi j'ai grandi sur un territoire extraordinaire où le dimanche matin, je pouvais me lever en entendant les pétards du jour de l'an chinois, le son de l'église catholique à la messe à 10h, des tambours tamouls l'après-midi et le soir, l'appel à la mosquée, tout ça dans la même journée. Et je vais vous dire, cette diversité, cette capacité de vivre ensemble, finalement, fait qu'il y a un lien naturel entre ce que nous sommes profondément et l'ADN de l'Europe et ce slogan, cette devise européenne, unis dans la diversité. Alors, je peux vous dire que quand on est sur une île au milieu de l'océan Indien, entre Madagascar et l'île Maurice, et que vous êtes ce que vous êtes, fort de cet héritage du métissage, et que vous avez la possibilité à la fois d'être créole, réunionnais, français et européen, je réponds à votre question en disant que ce qui prédomine, c'est de façon légitime un sentiment de grande fierté. Très bien, alors on va s'intéresser à ces régions ultra-périphériques. Il faut savoir qu'elles sont rattachées à 3 États membres, l'Espagne pour les Canaries, le Portugal pour les Açores et Madère, et bien sûr la France pour La Réunion, vous le disiez, mais aussi Mayotte, la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Martin. Ça représente plus de 4,8 millions d'habitants. De quelle manière l'Union européenne et l'Europe apportent son aide à ces territoires ultramarins au quotidien ? De quelle manière est-elle présente et est-ce que sur place, on voit une présence de l'Europe au quotidien ? Alors on partage d'abord cette citoyenneté européenne et on partage cette volonté de construire ensemble chacun de nos territoires. Et on est dans le cadre d'un partenariat où finalement, il faut qu'on soit gagnant-gagnant. Ça permet, les territoires d'outre-mer permettent à l'Europe, ces 5 millions de personnes dont vous parliez exactement, réparties sur 3 océans, permettent effectivement à l'Europe de rayonner à l'international. Et en même temps, l'Europe mise sur nos territoires en investissant 13 milliards d'euros pour les fonds de cohésion, pour nos pêcheurs, pour nos agriculteurs, pour construire des lycées, pour financer des programmes de formation pour notre jeunesse. Ce sont des choses extrêmement fondamentales. Et bien évidemment, ce qui est important, c'est cet investissement qui est fait sur l'environnement, sur l'écologie, puisque la nature même de nos territoires, qui sont majoritairement des îles, sauf la Guyane, mais qui est sur le continent amazonien, avec cette forêt amazonienne, eh bien, les investissements de l'Europe pour l'écologie, à un moment où on investit dans le Green Deal, sont des choses fondamentales. Alors, en préambule de votre rapport, je le disais tout à l'heure, vous soulignez plusieurs points, que ce soit en termes de biodiversité, de dimension marine, de maritime, de risque de pollution, le taux d'abandon scolaire, vous parliez de construire des lycées. Est-ce que ces régions qui font une richesse pour l'Europe sont aussi à surveiller pour pas qu'il y ait un sentiment
finalement d'appartenance uniquement à son territoire ultramarin? Alors il y a d'abord une réalité qui est celle de l'espace qui est le nôtre. Et les régions ultrapériphériques de l'Europe apportent une surface maritime qui permet à l'Europe d'être la deuxième puissance maritime mondiale. 25 millions de kilomètres carrés, imaginez, c'est plus grand comme 2 fois la superficie de la Russie. C'est énorme et ça pose les choses d'abord en termes de responsabilité. Une responsabilité qui est la nôtre vis-à-vis de la biodiversité. Les Outre-mer abritent 80% de la biodiversité européenne. Et quand on sait que l'IUCN les experts tirent la sonnette d'alarme en disant attention, on est en train de perdre déjà un tiers de nos plantes, de nos animaux, de nos végétaux, il y a une urgence à agir et agir vite sur chacun de ces territoires. Pour ce qui est de la cohésion et de ce pari sur la jeunesse, ce qui nous caractérise outre-mer, c'est le potentiel de nos jeunes. À Mayotte, par exemple, une personne sur 2 a moins de 18 ans. Ce qui n'est pas du tout le cas sur le vieux continent. Mais exactement. Et quand vous avez cette réalité-là, vous avez d'abord une responsabilité, qui est celle de trouver des solutions pour ouvrir l'horizon de nos jeunes. Moi, chez moi, à l'île de la Réunion, quand je croise des jeunes, puisque je suis systématiquement sur le terrain, à la rencontre et à l'écoute de nos jeunes, ils me disent « Mais monsieur le député, en créole, l'horizon est cassé. Notre horizon est cassé. » Et quand vous êtes face à des jeunes qui n'ont pas de perspective, eh bien, votre responsabilité, c'est de construire des solutions. Et l'Europe est un partenaire efficace aux côtés de la volonté du gouvernement français de construire des solutions pour les Outre-mer. Alors vous parliez de changement climatique. Est-ce que vous pensez que le tourisme durable, parce que le tourisme c'est finalement un des grands pans de l'économie de ces territoires, est-ce que le tourisme durable doit être une priorité pour ces régions ? Alors, c'est plus qu'une priorité. Je vais vous dire, il y a une légitimité à miser sur les Outre-mer pour construire, un tourisme durable. Moi, je réclame, ici au Parlement européen, la création d'un label tourisme durable. Et hier soir, j'ai dit au commissaire Thierry Breton, mais misez sur nous, misez sur les Outre-mer. Pourquoi ? Parce que, comme nous sommes en première ligne du dérèglement climatique, nous construisons des solutions pour effectivement avoir un autre mode de fonctionnement, un nouveau modèle de développement basé sur cette réconciliation nécessaire entre l'économie et l'écologie. Et le tourisme est un périmètre sur lequel on peut construire des solutions durables. En Polynésie française, par exemple, on est capable aujourd'hui de climatiser des hôtels en allant puiser l'eau froide au fond des océans, sans produire du gaz néfaste pour l'environnement. On est capable aujourd'hui, dans nos territoires, de construire des offres où on peut trouver cette réconciliation, cette capacité à vivre en harmonie avec la nature, parce que nous sommes ce que nous sommes et parce que nous nous donnons les moyens, avec l'Europe, avec le gouvernement, de créer des solutions concrètes. Alors, il y a l'inquiétude de ces régions, c'est aussi qu'elles font souvent face à des flux migratoires importants. Beaucoup s'en vont justement vers la France métropolitaine. Une situation qui inquiète parfois les autorités locales. Comment est-ce qu'on peut les soutenir et quelles solutions on peut préconiser pour gérer aussi parfois l'arrivée de migrants ? Il faut d'abord accorder beaucoup d'importance à ce que ressentent nos concitoyens sur cette question des migrations. Je veux d'abord dire que ce que nous sommes fondamentalement dans les Outre-mer, nous sommes les héritiers des migrations dans chacune de nos régions. Nous sommes métissés. Le sang qui coule dans nos veines fait que nous sommes les héritiers d'une tradition de métissage, de rencontres, de migration. C'est quelque chose de fondamental qui fait que sur nos territoires, nous devons avoir une approche humaine de ces questions de migration. Il y a une réalité, effectivement, qu'il faut regarder en face. Trouver la solution demande du courage. Et le premier courage, c'est de faire le bon diagnostic et de regarder les choses en face. Aujourd'hui, à Mayotte, par exemple, à la maternité de Mamoudzou, 7 enfants sur 10 qui naissent d'une mère en situation irrégulière, qui est arrivée de l'État voisin des Comores. Il faut qu'on trouve des solutions pour régler ces situations. Le gouvernement, avec l'aide de l'Europe, mise sur des moyens supplémentaires de surveillance de nos zones pour effectivement trouver les solutions, les bonnes solutions. Parce que je vais vous dire, face à cette situation, l'extrême droite propose
juste d'agiter les peurs, mais à aucun moment ne propose de solution. On ne va quand même pas construire des murs sur nos récifs pour régler et réguler les migrations. La solution, elle ne passe pas par là, elle passe aussi, et je le revendique, par une capacité de dialogue avec les pays d'où viennent ces migrants qui viennent sur nos territoires. D'ailleurs, la réalité, c'est qu'ils viennent de pays différents. Quand on est à Mayotte, la migration, elle vient essentiellement des Comores. Quand on est en Guyane, le flux arrive de Haïti. Il faut qu'on soit en capacité, avec l'Union européenne, de parler, de négocier, de construire des solutions avec les pays d'origine de ces migrants, et il faut que sur notre sol, on soit en capacité d'accueillir ceux qui ont besoin d'aide, parce que c'est aussi ça, la réalité. Il y a des hommes, des femmes, des enfants qui ont besoin d'aide. Et c'est l'honneur de la France, l'honneur de l'Europe, de trouver les bonnes solutions. Alors avant de se quitter, un moment sur la conférence sur l'avenir de l'Europe, une plateforme qui permet de s'exprimer, futureu.europa.eu. Pour vous, à quoi ressemblerait l'Europe idéale? On sait que l'Europe est pleine de défauts, de qualités aussi. Qu'est-ce que vous voudriez peut-être changer? Alors, je ne sais pas s'il existe quelque chose de parfait dans ce monde, mais pour autant, il faut avoir un idéal, il faut avoir des idéaux. Alors, l'Europe idéale, pour moi, ça serait l'Europe qui... C'est d'abord l'Europe qu'on essaye de construire, pour laquelle on se mobilise avec mon groupe politique, sous l'impulsion du président de la République française, pour que cette Europe, elle permette à chaque citoyenne, à chaque citoyen, à chaque Européen, peu importe le territoire d'Europe où il vit, y compris dans les Outre-mer les plus éloignés, permettre à chacune et à chacun d'être debout, et non pas assis, pire, à genoux, face à des situations internationales qui se tendent, face à des défis mondiaux qui sont extrêmement puissants, que ce soit le défi climatique, que ce soit le défi social, économique, culturel, l'émigration, bien évidemment. La santé, on l'a vu. Mais bien sûr, la santé, et d'être debout face à ces défis. Et je crois en la capacité collective qui est la nôtre, parce que je crois en l'intelligence collective. Nous avons la possibilité de construire les solutions pour affronter ensemble ces grands défis. La conférence pour l'avenir de l'Europe est un moment extrêmement important. Et d'ailleurs, ce chemin d'écoute des citoyennes et des citoyens passe par les Outre-mer, parce que quand on a lancé les conférences régionales pour l'avenir de l'Europe, en même temps qu'on réfléchissait à Lille ou à Bordeaux, à l'île de la Réunion, chez moi, le ministre de l'Europe, Clément Beaune, est venu pour donner le coup d'envoi de cette impulsion pour que nous construisions ensemble cette Europe forte, solidaire, dont nous avons besoin. Merci beaucoup Stéphane Bijoux d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes eurodéputé, membre du groupe Renew Europe, président de la délégation et la commission parlementaire CariForum UE. Et je rappelle l'adresse de la plateforme futureu.europa.eu si vous souhaitez donner votre avis sur l'avenir de l'Europe. Zone Europe Voyage. Voyager dans l'assiette. Cette semaine, Renaud Ramamourti, le chef du restaurant Petrosian à Paris, nous présente une recette d'origine arménienne. Salut, enchanté, je m'appelle Renaud Ramamourti, je suis le chef du restaurant Petrosian, Paris 7e. Aujourd'hui, on va réaliser une recette typique arménienne, les mantis. Alors pour faire cette recette, on va avoir besoin de deux éléments, donc une pâte et la farce. Donc pour la pâte, on va avoir besoin de 250 g de farine T55, 2 œufs entiers bio, un peu d'eau, du sel et un peu de farine pour pouvoir travailler la pâte. Et en second plan, on va avoir besoin de persil frais, l'équivalent de une botte, 400 g de bœuf. Alors j'ai pris de la macreuse, c'est une viande de 3e catégorie en fait, qui est une viande assez tendre et qui tient la surcuisson. Donc vu que c'est des ravioles qui vont cuire environ 30 minutes, donc du coup on a besoin d'avoir une viande qui supporte la cuisson, la haute cuisson. Et pour finir, des oignons et un peu d'assaisonnement. On a réfléchi à cette recette avec Michael Petrosian. En fait, c'est une recette que sa grand-mère lui faisait quand il était plus jeune. Et on a retravaillé cette recette. Donc voilà, j'essaie de la remettre un peu au goût du jour en allégeant un peu quelques éléments, notamment sur la pâte et aussi la farce. Voilà, partir sur une farce un peu moins grasse et alléger la pâte en œuf. Donc on essaie de retravailler cette recette emblématique. Let's go. Alors du coup, on va commencer par la pâte. Alors aujourd'hui, j'utilise un robot coupe, mais on peut très bien le faire à la main à la maison ou au batteur. J'utilise le robot coupe parce que voilà, c'est un gain de temps qu'on fait vraiment des grosses quantités au restaurant. Donc on va commencer par la farine. Ensuite, on va mettre une belle pincée de sel.
Ensuite, on va directement casser nos 2 œufs. Une fois avoir incorporé les œufs, on va travailler la pâte. Donc vraiment, cette étape-là est assez importante. En fait, on va incorporer les œufs dans la farine. Donc là, on peut remarquer on commence à avoir une sorte de sablage avec la pâte. Donc là, on a vraiment les œufs qui commencent à s'incorporer. Donc ça, c'est nickel. Ça va apporter une bonne texture à la pâte. Attention à ne pas trop travailler sa pâte. Donc là, je vais remettre un tout petit coup de robot coupe pour pouvoir un peu avoir une pâte homogène. Voilà, là vous pouvez le voir, hein, c'est vraiment sableux. Donc voilà, à cette étape-là, en fait, on va ajouter un peu d'eau pour apporter de l'humidité et aussi avoir une pâte homogène. Voilà, après avoir travaillé la pâte pendant environ 1 minute, là on constate qu'on commence à avoir une belle boule qui est nickel, qui est un peu humide. Après avoir travaillé la pâte pendant environ 1 minute, je vais prendre un peu de farine, je vais fleurer mon poste. Fleurer, c'est le fait de mettre un peu de farine sur son poste. Ensuite, je vais récupérer ma pâte. Voilà, je vais légèrement la fleurer. Donc là, je vais venir la travailler avec la paume de la main pour apporter un peu d'élasticité, mais pas trop. Donc là, on fraise la pâte, un peu comme on pourrait fraiser une pâte brisée à la maison. Donc voilà. Là, on a une super belle pâte, hyper homogène. Vous avez bien vu, c'est hyper rapide. C'est vraiment, ça prend en 5 minutes. C'est génial comme recette, c'est assez simple. Donc là, c'est parti. On va laisser reposer la pâte pendant environ 30 minutes. Alors, let's go, c'est parti. Deuxième étape, la farce. Donc du coup, on va hacher tous nos éléments. Donc là, moi, j'utilise un robot hachoir combiné à mon batteur, mais à la maison, on peut faire ça aussi à la main, qu'on a le temps. Mais bon, étant donné qu'on n'a pas souvent le temps de cuisiner, autant se faciliter la tâche. Donc, on va commencer par les oignons. Ensuite, après avoir haché les oignons, on va tout de suite mettre le persil. Donc là, le persil, je ne me suis pas embêté à l'effeuiller, hein. Au contraire, je veux garder un peu de tige. C'est vraiment ce qui va apporter ce côté herbacé à la pâte. Et on va finir par la viande. Voilà pour la farce, vous avez vu, c'est très très simple, hein. On a juste à hacher tous nos éléments. Si jamais vous n'avez pas de hacheur à la maison, vous pouvez très bien aussi demander à votre boucher de vous hacher la viande en avance. Et on peut tailler les oignons à la main et le persil à la main. Donc ensuite, on va assaisonner cette farce. Poivre, du bon poivre du moulin, fraîchement moulu. Ça, c'est vraiment bon pour les farces. Il ne faut pas hésiter à poivrer cette farce. Donc voilà, on a très peu d'éléments. C'est assez simple à faire. Ça demande un peu de temps. Mais au final, ensuite, quand on mange un manti, je peux vous dire qu'on a envie d'y retourner. Ensuite, on n'hésite pas à y aller avec la main. Ce qui est bien en fait en cuisine et même dans ce genre de recettes, c'est que c'est des cuisines familiales, donc on y va avec la main. C'est agréable de sentir la farce. Là, on voit qu'elle a une très belle texture, elle est brillante. Il y a un bon équilibre entre l'oignon, le persil, la viande. Là, on est vraiment pas mal. Donc voilà pour la farce. On va les laisser de côté et on va passer au façonnage de notre pâte. Alors, notre petite pâte, au bout d'une demi-heure de repos, elle en est où? Elle a bien reposé, elle est nickel. On va pouvoir l'étaler. Pareil comme tout à l'heure, on va venir fleurer son poste de travail avec un peu de farine pour pouvoir travailler la pâte. Donc là, on va la diviser. Donc là, aujourd'hui, je vous montre cette technique à l'aide d'un laminoir. Pareil, qui est équipé sur mon robot. Ça peut être aussi étalé avec un laminoir manuel. Donc le but du jeu, c'est vraiment d'étaler la pâte vraiment comme si c'était de la soie. Donc là voilà, on a vraiment une pâte qui est telle du velours.
c'est vraiment de la soie. On peut même voir ma main en transparence. Là, on n'est pas trop mal. À cette étape, en fait, on va venir à l'aide d'un couteau. Là, on commence la partie la plus minutieuse, c'est de l'orfèvrerie. La fameuse étape du façonnage des mantilles. On a vraiment envie cette farce, même crue, on a envie de la manger. Donc là, je prends une petite cuillère à café et je vais venir disposer ma farce au milieu des petits carrés de pâte. Donc voilà la pâte, hein, vous avez bien vu, c'est hyper simple en fait, c'est une sorte de pâte à lasagne. Hein. Donc c'est un travail un peu méticuleux. Aujourd'hui, je choisis de vous présenter cette recette car c'est vraiment un plat en fait emblématique de la cuisine arménienne. C'est un plat de partage, c'est un plat familial, c'est assez simple à faire. Donc là ensuite, on prend le petit carré dans ses mains et on va venir pincer les deux extrémités de façon à avoir une sorte de petite barque. Voilà, on les a bien rangés. C'est important de bien les ranger en fait pour la cuisson. Donc là, c'est pas mal, c'est joli. Ensuite, on va prendre un peu d'huile végétale pour apporter de la matière grasse, mais léger vraiment. L'huile, ça va apporter le croustillant. On va mettre aussi un tout petit peu de beurre. Donc là, j'ai mis du beurre. Je mets du beurre clarifié. Donc du beurre clarifié, c'est un beurre qu'on fait fondre et en fait on sépare le petit lait de la matière grasse. Donc après avoir mis ma matière grasse dans la poêle, on va mettre les mantilles à 170 degrés pendant 30 minutes. Après 30 minutes de cuisson, on va voir où en sont nos mantilles. Je pense qu'on est pas mal. Donc là, nos mantilles sont cuits, ça fait 30 minutes à 170 degrés. Tout de suite, une fois que la poêle est encore bien chaude ou votre plat va au four, on va venir déglacer avec un peu de fond blanc. Ensuite, on va prendre notre crème à l'ail qu'on va disposer un peu partout dans le plat. Ensuite, on va prendre le sumac. Donc du coup, le sumac qui est une épice emblématique d'Arménie, qui est vraiment portée sur l'acidité. On va venir en parsemer un peu partout. Ça, c'est vraiment à votre convenance. Aujourd'hui, j'avais des beaux mourons des oiseaux, donc du coup, je vais disposer un peu de verdure sur ces mantilles. Voilà, il y a un contraste de couleur qui est aussi assez joli. Voilà, on a notre plat fini de mantilles, donc vous pouvez voir, c'est vraiment coloré. Ça appelle vraiment à venir goûter, ce dont je vais faire d'ailleurs tout de suite. Super bon. Zone Europe sur Sensation. Les superstitions en Europe avec Evelyne Keller, auteure du livre 301 superstitions, petite encyclopédie des peurs et sagesse populaire chez L'Opportun. On s'intéresse cette semaine au chiffre 17. Très près de chez nous, il y a des Italiens où ils se moquent du chiffre 13, c'est le chiffre 17. Et le chiffre 17 écrit en chiffre romain. Donc, si on le lit dans un sens, ça va faire vici, j'ai vécu, donc sous-entendu, je suis mort. Donc, pour éviter je suis mort, on va avoir peur du chiffre 17 et il n'y aura jamais de place 17 sur un vol à l'italien. De même qu'il n'y aura pas de chambre 17 dans un hôtel italien et on retrouve la superstition liée au chiffre 13 dans les salles de cinéma, pas de salle 17, qu'est-ce qu'il y a encore dans les étages des tours, 17 porte malheur. Et la couleur qui va se lier, c'est que nous on redoute le vert et eux c'est le violet. Donc on a beau être voisins, on n'a pas du tout les mêmes traditions. Le violet, il ne faut pas arriver habillé en violet à une noce. C'est très mal vu.
Zone Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci aux équipes techniques du Parlement européen de Strasbourg. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation et aussi sur TV78. Rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée à toutes et à tous. Zone Europe sur Sensation. Zone Europe avec le soutien financier de la région Île-de-France.